2026 de Arcane. Donc, c'est notre 5e édition du séminaire qu'on va faire, donc la première présentation aujourd'hui. Je vois d'ailleurs dans les gens qui participent, des gens qu'on connaît, qui sont des habitués du séminaire. Je vois notamment Aurélie, Aurélie Desfriches-Doria, qui est à Paris 8, qui nous suit depuis plusieurs années dans nos travaux. Je vois aussi Laura Shackelford. So welcome to the seminar. So it will be in French, Laura. Alors Laura est professeure à New York au Rochester Institute of Technology de New York et une des co-chercheurs de notre projet. Donc, bienvenue Laura. Et Laura, c'est un peu plus difficile en français pour Laura, mais elle parle français également, pour avoir été souvent à Paris et travaillé avec Samuel Chenielki, qui est un de nos collègues que Aurélie connaît bien, donc on est un petit peu en famille. Rapidement, donc, les gens, vous devez les voir à l'écran ici ou tu as coupé la ligne? On se voit. OK. Donc, oui, c'est ça, on l'a ici. Alors, ici, nous sommes depuis l'École de design à l'Université Laval à Québec. Et nous avons Kevin Laporte qui est à ma droite. Donc, qui est un membre de notre équipe de recherche, un membre étudiant qui fait sa maîtrise actuellement au niveau des interfaces de l'intelligence artificielle et puis dans le domaine du cinéma. Et vous avez Raïssa également et Anjara qui se joint à nous, deux étudiantes qui sont au master et dont la formation initiale est en architecture. Donc, qui s'intéressent à l'IA et aux pratiques narratives dans le cadre d'un cours qu'on donne présentement. Je vois des gens que je ne connais pas. Peut-être, Jenny Michel, si tu en connais quelques-uns, tu pourrais nous présenter. Il y a Muriel Églantine qui s'est joint à nous. Ce ne sont pas les gens que je connais, mais je leur Ah souhaite bon. la bienvenue. Oui, bienvenue. Si vous voulez peut-être vous présenter en quelques mots. Tu veux commencer, Églantine? Mais je t'en prie, je prendrai ta suite. Bon, alors je m'appelle Muriel Bécham, je suis en doctorat en co-tutelle entre Paris-Nanterre et l'Université Laval, sous la direction de Robert Fagui. Et je travaille sur la question du temps et donc sur la dialectique du temps entre le 19e et aujourd'hui, dont à partir de la transformation du temps par les nouvelles technologies et plus récemment l'IA. Voilà. Donc, le traitement de l'IA sur scène est une partie de ma recherche, fait partie de ma recherche. Oui, je pense que ça va être intéressant avec la présentation que va nous faire Julie Michel, qui se trouve également dans le domaine des arts de la scène. Alors, Églantine? Bonjour, donc je suis au doctorat, c'est Églantine Dadon, mon nom, pardon. Je suis au doctorat également en art de la scène et de l'écran, sous la direction de Carole Nadeau, et je travaille sur les réalités multiples, la fabrication de la réalité et les réalités multiples dans les arts de la scène interartistique. Donc fabrication de la réalité, c'est à ce titre-là que je m'intéresse aussi à l'IA, parmi d'autres technologies médiatiques qui transmettent ou transforment la réalité. Alors, bienvenue dans notre séminaire également. Merci. Donc, juste avant de commencer, je vous dirais que nous enregistrons le présent séminaire qui va être public en ligne. Nous allons aussi éditorialiser les conférences qui sont présentées aujourd'hui dans le site Edicem. On pourra vous donner la référence, si vous voulez, pour avoir accès aux conférences. Donc, à partir de cette semaine, on va voir entrer l'hiver 2026, le séminaire qui se passe maintenant à l'hiver 2026, aussitôt que ça va être éditorialisé. Et vous avez accès aussi à sur le site Edicem, à tout l'ensemble des conférences qui ont été présentées dans le cadre de ce séminaire. On est à la 66e aujourd'hui. Alors, voilà. Ça, c'est notre bagage Edicem qui est en ligne. Alors, donc, je vais commencer par présenter Fabien Richard, qui va s'adresser à nous donc pour une conférence qui s'appelle L'intelligence artificielle générale, une théorie du complot. Alors,
J'ai bien hâte d'entendre Fabien sur ce sujet parce que parmi les axes de recherche que nous poursuivons dans le séminaire, on a beaucoup travaillé sur ce qu'on a appelé les puissances du faux dans les années précédentes. On avait en 2020, 21, 22 travaillé vraiment, 23 aussi, travaillé sur ces questions de puissance du faux, brassé beaucoup les idées donc de la tromperie dans l'espace social en général. Et puis on a vu évidemment tout le monde débarquer dans l'espace social, l'intelligence artificielle, les fake news, qui nous ont un petit peu nous propulsés vers ces sujets qui nous intéressaient. Et, et donc, Fabien fait un petit peu la boucle entre ses anciennes recherches, d'une certaine façon, et les nouvelles qu'on va faire. Donc, j'ai bien hâte de voir comment tu approches la question de l'intelligence artificielle générale et des théories du complot qui sont dans l'espace social, évidemment. Ensuite, donc, Fabien est professeur à l'École des médias de l'UQAM, essentiellement membre du CRILC, chercheur au CRISIS et au GRISC. Donc, vous pouvez voir par la notice bibliographique qu'on mettra en ligne tous les champs d'intervention de Fabien. Bien sûr, membre d'Arcane depuis 2020, je pense, hein, Fabien, donc depuis presque la fondation et qui continue ses recherches dans le cadre de notre projet de recherche sur l'IA et les pratiques narratives. Donc, je te laisse la parole, Fabien. On va voir 30 minutes. Puis ensuite, on va discuter pendant 15 minutes avant l'intervention de Julie Michel. Merci beaucoup. Alors, je vais tout de suite partager mon écran, qui est... j'ai pas de son. Voilà, partager. Autoriser. Vous voyez mon écran? Oui. Oh, Oui. attendez, Alors, juste avant que tu commences, je voudrais juste dire que j'ai nommé juste quelques personnes. Je n'avais fait pas tout le déroulement, si vous voulez, des gens. Alors, bienvenue aussi à Christian Desilets, Katharina Neimeyer, donc des gens qui ont déjà collaboré avec nous. On est très, très heureux de vous voir aujourd'hui. J'en profite aussi pour saluer Guillaume. Salut Guillaume, qui fait son mémoire sur la figure du complotiste dans le cinéma hollywoodien contemporain. Je vais un peu parler de Frederick Jameson. Salut Katharina. Alors, écoutez, l'objectif, donc c'est bien, vous voyez bien mon écran. L'objectif de ma présentation, c'est de vous présenter, c'est de revenir en fait sur une recherche que je souhaite mener. D'accord? Donc, je vais essentiellement pour cette présentation présenter des hypothèses de recherche, une problématique, l'esquisse d'une approche théorique et la présentation générale de l'objet. Donc, j'aurai pas de résultat à présenter. Je vous prie d'être indulgent sur les différentes choses que je vais avancer. Donc, je le vois vraiment comme une discussion. Donc, dans vos questions, n'hésitez pas en même temps à me suggérer des possibilités d'amélioration. J'espère voir ce projet. Donc, déjà, je le mène au sein d'Arcane, mais j'espère le voir financé dans une peut-être future subvention. On verra. Alors, l'objectif, donc, je le disais, c'est de réfléchir à l'intelligence artificielle générale comme une théorie du complot. Donc, il s'agit déjà de partir d'un premier constat, à savoir que le développement spectaculaire et la popularisation croissante des intelligences artificielles génératives s'est accompagné d'une intensification très forte justement des angoisses, des peurs relatives à la possibilité que surgisse de manière spectaculaire une super intelligence susceptible de surpasser l'humanité toute entière, pour le meilleur comme pour le pire. Alors, pour souligner cette peur et cette angoisse, il y a un terme qui circule de plus en plus, un terme que j'aime pas trop, mais enfin, parce on l'associe à plein de trucs, à l'écologie ou quoi, mais bon, c'est l'idée d'IA-anxiété qui se caractérise par une peur qui est multiple et qui concerne plusieurs domaines. Je vais rapidement les évoquer pour vous indiquer le domaine, moi, qui m'intéresse plus spécifiquement. Alors évidemment, l'anxiété, elle émerge dans le contexte déjà professionnel, hein, dans le domaine du travail. On parle beaucoup de remplacement, de déqualification, la peur d'être plus aussi rapide et puissant que l'IA générative, une sorte d'inquiétude face à l'automatisation des tâches de création intellectuelle et relationnelle. Je vous apprends rien, mais c'est vrai que cette question revient souvent. Qu'est-ce que créer?
lorsqu'une machine peut générer en quelques secondes images, son, texte, vidéo. Donc l'IA anxiété, là, de ce point de vue-là, elle naît de ce brouillage entre de la frontière qui sépare la production humaine de la production artificielle. Dans le domaine de l'éducation, moi j'avais proposé d'appeler test de Turing à double étage, curieuse situation où comment un étudiant, une étudiante, pas toujours, mais essaye de faire passer son travail comme le sien alors qu'il a été écrit par une IA. La personne qui évalue le travail est comme confrontée. Est-ce que c'est une machine ou est-ce que c'est un humain? Bon, bref, c'est quelque chose, une situation qui est de plus en plus fréquente. L'IA anxiété, elle se nourrit également de l'état de sidération des individus dans un contexte de circulation exponentielle de fausses informations et auquel participent justement les IA. Citons le cas des deepfakes, par exemple, qu'on a largement documenté dans le cadre des recherches d'Arcane. Donc un contexte, on le sait bien, qui participe à une remise en cause des régimes de vérité traditionnelle du fait on peut dire, d'une dégradation de la confiance des personnes, des citoyens à l'égard de leurs institutions. Ça, c'est pour le contexte largement documenté. Et puis aussi une curieuse anxiété qui émerge dans un cadre privé. En effet, il y a beaucoup d'études, d'articles qui documentent une situation en croissance, soit le développement d'une relation intime, sociale, amicale, ça dépend, avec des agents conversationnels. Une situation se développe des mécanismes de ce que j'avais proposé d'appeler l'interpellation algorithmique, hein. Donc, je brosse à grands traits comme ça quelques domaines. Alors moi, pour cette présentation, c'est à une crainte existentielle à laquelle je veux faire référence, soit la perte de contrôle totale face à des systèmes réputés autonomes et conscients. Alors, on ne sait pas exactement quand. C'est pas encore maintenant, encore que d'aucuns disent que c'est déjà le cas. Donc, la crainte d'une super-intelligence qui serait qui susceptible d'entraîner la disparition de l'espèce humaine, rien de moins. Alors, l'idée, c'est de voir comment circulent ces différents discours. Je rappelle que dans un rapport assez récent auquel a participé des scientifiques de renom, comme Joshua Bengio, je pense qu'un rapport sur la sécurité de l'IA et les risques, je sais plus exactement le titre exact, faut que je le retrouve, la question de la perte de contrôle totale figure dans le rapport. D'accord? Alors, c'est une angoisse qui n'a absolument rien de nouveau. Elle accompagne en fait l'histoire de l'IA depuis ses origines et elle prend racine aussi dans des imaginaires plus anciens de la créature qui échappe à son créateur. C'est la figure classique de la créature de Frankenstein. Alors, cette angoisse et cette peur, il faut l'historiciser, il faut la remettre dans le contexte. Je vais pas, là aussi, je vais être très rapide, hein, je suis obligé de faire beaucoup de raccourcis. Mais bon, elle a rythmé l'histoire de l'IA dès la naissance officielle de la discipline, hein, 1956, la conférence de Dartmouth, où des pionniers de l'IA, plutôt de l'IA symbolique, Herbert Simon, Marvin Minsky, s'enthousiasment devant la possibilité de machines pensantes qui seraient capables de concurrencer l'humain. Et c'est un enthousiasme, ça aussi, il faut le souligner très fortement, qui est largement partagé par le complexe militaire-industriel qui investit massivement dans ces différents programmes de recherche avant de constater, on est les années 70, avant de constater les limites de plus en plus criantes de cette technologie, ce qu'on a proposé d'appeler l'hiver de l'IA, et ainsi de suite, sur de boucles. Ensuite, on a les systèmes experts, auquel a beaucoup contribué justement Herbert Simon, qui relance les discussions sur l'existence d'une machine qui dispose d'une rationalité algorithmique supérieure à celle de l'humain, et puis des illusions. Et puis 2010, hein, je vais aller très vite, là, les big data, machine learning, et puis donc triomphe de l'IA connexionniste, qui culmine avec l'arrivée des IA génératives, là encore plus depuis quelques années maintenant. Mais alors on observe, c'est ça moi qui me fascine tout particulièrement, on observe quelque chose de très curieux, à savoir que cette peur devant l'imminence d'une superintelligence au risque existentiel pour l'humanité, elle se propage désormais dans des discours et des récits émanant directement de figures centrales du développement technologique en matière d'IA. Parce que si on regarde qu'est-ce qu'ont en commun, par exemple, des personnes comme Sam Altman, Elon Musk, Bill Gates, la liste est longue, hein. Alors évidemment, ces grands patrons de la big tech, c'est quand même des personnes très très importantes dans l'orientation générale de l'intelligence artificielle. Mais il y a un autre point commun tout à fait curieux. Je prends par exemple cette image. Sam Altman, actuel PDG d'OpenAI, il entretient le fantasme d'un dispositif d'arrêt d'urgence qu'il transporterait dans un mystérieux sac à dos bleu, vous voyez à l'écran, qui serait prêt à désactiver une IA devenue tout à coup
hors de contrôle. Alors, il entretient, c'est pas vrai, bien évidemment, c'est pas vrai, mais il entretient le fantasme. Il y a eu quelques articles, même plusieurs articles qui ont porté sur la question pourquoi Sam Altman, il se balade toujours avec ce sac à dos bleu, d'accord? Donc, ça fait partie, évidemment, d'une figure du spectacle. Bon, plus connu, Elon Musk, lui, présente l'IA comme un démon qu'il aurait involontairement convoqué, participé aux recherches d'OpenAI. Et maintenant, quand il parle de Grok, son intelligence artificielle générative très controversée, revient beaucoup sur cette figure du démon. On peut prendre aussi une personnalité un peu plus mesurée, comme Bill Gates, qui lui avertit des risques très graves d'un dévoiement de cette technologie. Alors, il parle pas d'AGI particulièrement, mais bon, de l'état de la recherche en IA, qui pourrait être utilisée comme une arme de destruction massive, hein. Il parle de bioterrorisme, rien de moins. Alors évidemment, ce que je dis là, ça semble très caricatural. Ça témoigne d'un sens du spectacle qui est très maîtrisé par ces ingénieurs entrepreneurs. Pensons donc à Steve Jobs, et qui puise abondamment dans un imaginaire de la révolution technologique, mais aussi de plus en plus dans un imaginaire catastrophiste. Alors, ces postures spectaculaires sur l'IA, elles participent à créer ce que d'aucuns on propose d'appeler, c'est très documenté, un hype technologique. Hein. Il y a des phases il y a des phases d'attente exagérées, de promesses inatteignables, et puis ensuite des phases de désillusion. Donc justement, comment dirais-je, ça caractérise très bien l'histoire de l'IA et de ses investissements. Donc un hype technologique qui a des conséquences, par contre, très concrètes dans la sphère médiatique, la sphère financière, et même du point de vue des organismes de régulation. Hein. Sam Altman est très actif, il rencontre pas mal de personnes aux États-Unis, au Sénat, en Union européenne, certaines commissions, pour orienter et déterminer les formes de régulation. Et aussi, tout simplement, attirer l'attention des investisseurs en capital risque. Et puis, ce qu'il faut aussi, je remarque, ma caméra bouge en permanence. Je suis désolé, je sais pas pourquoi. J'espère que ça vous dérange pas trop. J'ai l'impression qu'il y a des effets de flou. Je vais peut-être pas trop bouger. Je crois que c'est pour ça. Euh, Ça paraît pas à l'écran, Fabien. Comment? Ça ne paraît pas à l'écran. Ah, ok, super, très bien. Alors, les récits et discours de ces figures emblématiques des grandes firmes technologiques, elles circulent, elles proviennent aussi de divers chercheurs, ingénieurs, scientifiques qui sont impliqués dans des institutions de recherche reconnues et souvent largement financées. Universités, laboratoires publics, privés, organismes à but non lucratif, des think tanks, ou qui circulent dans des milieux plus périphériques, hein, plus marginaux, mais néanmoins très, très, très influents. Alors, pour certains experts de l'IA, alors ils sont pas nombreux, donc là je me suis largement appuyé et influencé, appuyé par cet article de Will Douglas Evans, un article qui est paru sur le MIT Review. Donc pour Douglas Evans, le récit de l'imminence d'une superintelligence, qualifié donc d'intelligence artificielle générale, ou d'Artificial General Intelligence. Moi, je l'emploie plutôt en anglais pour avoir l'acronyme anglais AGI pour le différencier des IAG, donc intelligence artificielle générative. Donc, bref, ces récits d'imminence de superintelligence présentent des similarités avec les structures narratives et les thèmes plus spécifiques aux théories du complot. Hein. Alors là, je cite, c'est une citation de moi, mais en fait, elle synthétise un petit peu tous les critères et les ingrédients des théories du complot que identifie très bien Douglas Evans, une entité suprahumaine, tantôt salvatrice, tantôt apocalyptique, fomente son plan de conquête dans les coulisses de l'histoire, prête à surgir et imposer, pour le meilleur ou pour le pire, un nouvel ordre mondial. Euh, donc là, vous avez tous les éléments spécifiques des théories du complot. Enfin, il y aurait peut-être encore d'autres éléments, mais premièrement, entité suprahumaine fait référence à un pouvoir mystique, invisible, caché, qui est partout et nulle part, qui est dans nos ordinateurs, ou peut-être pas dans nos ordinateurs, qui se situe en dessous ou au-dessus des individus et de leurs institutions. Les termes salvateur et apocalyptique qui renvoient directement au binarisme des théories du complot, hein, qui sont connues pour leur goût de l'eschatologie. Donc on va avoir des utopistes qui vont entrevoir l'AGI comme le salut de l'humanité, et puis il va y avoir des catastrophistes qui vont plutôt, des technodystopiques qui vont plutôt envisager la destruction totale du monde. Et donc le hype technologique s'appuie sur cette idée d'imminence de la catastrophe ou de la révélation messianique. Évidemment, le terme de fomenter un plan de conquête, ça souligne l'idée de dissimulation intentionnelle, de plan caché,
ou pour celui qui est capable de décrypter les signes, rien n'arrive jamais au hasard, la figure classique du complotiste, Guillaume. Alors évidemment, celles et ceux qui savent décrypter les signes, c'est celles et ceux qui développent ces technologies, bien sûr. Le terme de coulisses, c'est également pour souligner, ou pour reprendre un slogan connu de la culture populaire, à savoir la vérité est ailleurs, elle se prépare ailleurs, derrière les rideaux. Et enfin aussi l'imminence ou le surgissement, qui impose, alors ça fait peut-être référence à la notion de temporalité, Muriel, qui impose donc un état de vigilance qui peut confiner à la paranoïa permanent et qui empêche toute réflexion, toute reprise critique. Et puis, bon, l'idée d'ordre, c'est de nouvel ordre mondial qui fait référence à la question de la totalité. Alors, il y aurait peut-être là une fin de l'histoire, la conjuration de toute forme d'extériorité. Et aussi le fait de donner une clarté, un éclairage dans un système monde qui est très complexe, qui est irreprésentable et qui est insaisissable. Alors, pour Douglas Even, euh, euh, la- l'intelligence artificielle générale, elle remplit quasiment tous ces critères. Je le cite. Alors, c'est pas exactement une théorie du complot, mais ça y ressemble très fortement. Je le cite. En nous penchant sur les points communs entre l'AGI et les véritables théories du complot, je pense que nous pouvons mieux cerner ce concept et le révéler pour ce qu'il est, un délire techno-utopique ou techno-dystopique, à vous de choisir, qui s'est ancré dans les croyances profondément enracinées et difficiles à déraciner. Donc, je trouve un intérêt très très fort de ce point de vue-là, de considérer l'AGI comme une théorie du complot qui permet de démystifier en quelque sorte le hype et souligner aussi ce que présuppose une telle théorie, à savoir que il y a seulement quelques initiés qui connaîtraient les véritables intentions, le dessein de cette entité technologique et surtout les moyens de la contenir ou de la désactiver. Pensez donc au fameux sac bleu de Sam Altman, donc ce fameux fantasme qu'il se plaît à entretenir. C'est la raison pour laquelle moi, la question que je me pose pour ma recherche, c'est dans quelle mesure les récits contemporains autour de l'AGI qui bénéficient d'une attention croissante depuis la popularisation de l'IA générative, il y a d'autres facteurs, mais ça c'est un facteur quand même prépondérant, peuvent-ils être appréhendés comme des formes particulières de théorie du complot et quelles en sont les spécificités? D'accord? Donc ça c'est la question générale de ma recherche. Si bien que là, je vais vous présenter un petit peu le cadrage. Bon, c'est assez, finalement, je vous présente comme un projet de thèse ou justement de subvention. C'est très structuré. Mais je veux juste rappeler que il y a beaucoup d'études. Il y a de plus en plus d'études qui se penchent sur la manière dont l'intelligence artificielle générative peut relayer ou limiter les fausses nouvelles. Mais il n'y en a pas beaucoup qui se sont intéressés aux récits et discours de l'IA, notamment donc de sa cristallisation dans un imaginaire comment dirais-je, spectaculaire avec l'AGI. Et donc, une analyse de cet imaginaire à, à la lumière donc des théories du complot. Alors, je vais juste donner quelques informations très brèves, mais c'est juste pour situer, comment je me situe par rapport à la recherche actuelle. Bon, déjà, rappeler que dans les sciences sociales, les recherches portant sur les théories du complot et la désinformation, c'est un champ de recherche interdisciplinaire particulièrement dynamique. Je vous renvoie à cet ouvrage édité par Michael Butter et Peter Knight qui a beaucoup travaillé sur les théories du complot, où là on a vraiment, on peut voir quels sont les différents, comment dirais-je, les différentes disciplines qui sont mobilisées pour analyser les théories du complot. J'en prends quelques-unes. Alors plus spécifiquement dans un contexte de prolifération de fausses nouvelles. Qui seraient fausses nouvelles d'ailleurs fabriquées par l'IA. Alors, dans la sociologie, c'est des travaux qui portent sur les formes de radicalisation et les profils de groupes sociaux qui, en vertu de certains thèmes, surveillance de masse, réseaux occultes, secrets gouvernementaux ou contexte, pandémie Covid-19, élections, adhèrent à certaines idées, croyances et rumeurs qui se propagent massivement sur les médias sociaux. En psychologie sociale, il y a des études qui portent sur les multiples biais cognitifs, les habitudes réflexives sur lesquelles s'appuient les théories du complot et les conséquences qu'elles peuvent avoir sur les comportements individuels et attitudes en ligne, sur l'identité. En sciences politiques, on va s'intéresser plus spécifiquement aux formes de défiance et à l'érosion de la confiance qui spécifie les rapports entre les individus et leurs institutions démocratiques. Et en philosophie, ces transformations sont étudiées à partir de réflexions plus anciennes sur la constitution des savoirs et des connaissances, les régimes de vérité. Foucault est une référence assez récurrente. Vraiment, là, je brosse vraiment à grands traits, hein, m'en excusez. Et puis, il y a une littérature émergente
puisqu'elle accompagne en fait, en quelque sorte, elle documente ce qui se joue avec l'IA, qui se concentre plus spécifiquement donc sur le rôle de l'IA, euh, en analysant par exemple le rôle des systèmes de recommandation, l'IA générative dans la diffusion automatisée de fausses nouvelles et de contenus conspirationnistes. Donc de ce point de vue-là, l'IA et l'intelligence artificielle est analysée comme un outil qui permet, qui joue dans cette prolifération et circulation de fausses nouvelles, ou à l'inverse, l'existence de travaux, il y en a de plus en plus qui cherche à évaluer le rôle positif que peut jouer l'IA dans un contexte on va dire, d'éducation aux médias, de littératie numérique, pour endiguer les croyances complotistes comme moyen permettant d'identifier les fausses nouvelles. Alors, ça, c'est un premier. Donc, pour penser le rôle entre. Alors, je ne parle pas d'AGI, là, je parle d'IA générative notamment, et les théories du complot ou la désinformation. Donc, il y a pas mal d'études en développement là-dessus. Mais alors, qu'en est-il des études qui se concentrent plus spécifiquement sur l'imaginaire porté par ces technologies, notamment lorsqu'elles relaient le fantasme fondateur et originel d'une machine pensante, depuis le fameux test de Turing, on connaît bien, jusqu'à la possibilité donc, du surgissement spectaculaire de l'AGI. Là, il y a plein de travaux aussi, en fait. Hein. Il y a beaucoup d'études. Alors, je vous ai affiché là le livre que j'aime beaucoup de Bender et Anna et Icon, mais j'aurais pu en donner bien d'autres. Donc, il y a de nombreuses études là qui soulignent l'effet de mystification d'une IA consciente et autonome qui en fait permet c'est l'idéologie, hein, qui permet de masquer les effets réels du développement de cette technologie, du point de vue du contrôle social qu'elle exerce sur les individus, pensons aux plateformes, des infrastructures d'exploitation qu'elles mettent en place ou encore de leurs impacts écologiques. Si on prend par exemple des travaux plus spécifiques à la sociologie des sciences ou de l'économie politique, on voit bien, ces travaux montrent bien que les discours qui prophétisent une IA révolutionnaire, bon, elles fabriquent du hype, mais elles font figure donc de promesses. C'est une économie, ce qu'on appelle l'économie de la promesse, quoi. De promesses technologiques qui sont performatives. Ça, j'insiste beaucoup, parce qu'elles influencent les dynamiques d'innovation, les logiques d'investissement, et elles peuvent infléchir les normes d'acceptabilité sociale. C'est pour ça que je parlais d'idéologie. Et alors, sur le plan culturel, c'est un peu plus flou. Sur le plan culturel, déjà, il faut rappeler qu'il y a beaucoup de récits. Pardon, sur le plan culturel, il faut rappeler qu'il y a beaucoup d'études qui portent sur les liens entre l'IA telle qu'elle se fait et la science-fiction. Hein. Parce que c'est des récits et discours qui ont une fonction symbolique et idéologique indéniable et qui produisent, hein, pour reprendre un terme que j'aime beaucoup d'Arco-Sovin, qui a été ensuite réemployé par Frédéric Jameson, un étrangement cognitif, une forme de défamiliarisation qui entraîne un décalage dans la manière de percevoir l'altérité et le monde dans un contexte où existerait une machine pensante et autonome. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans, on va dire, les études culturelles, c'est essayer de documenter les liens entre on va dire, un imaginaire de science-fiction et la manière dont ça circule dans des milieux un peu plus techno-scientifiques. Alors, l'idée d'une telle entité relève de la science-fiction ou d'un fantasme, elle a été, ça c'est ce que je veux montrer, documenter, elle a été prise de plus en plus au sérieux par donc des chercheurs qui sont impliqués dans d'importants laboratoires de recherche. Alors là, je vais devoir me livrer, c'est pas une histoire des idées rapides, mais enfin, essayer de voir d'où provient un petit peu ce terme d'AGI. Je vais aller très, très rapidement et je vais me concentrer vraiment sur trois chercheurs, hein, mais il faudrait, mon travail aimerait justement documenter la circulation de ce concept. Le terme a été popularisé par deux chercheurs américains en IA, Ben Goertzel et Shane Legg. Alors, toujours intéressant de savoir où se trouve, enfin, s'intéresser à leur curriculum vitae. Ben Goertzel, il est membre de la fondation transhumaniste Humanity Plus, c'est pas rien de le rappeler, et il conseille le Singularity Institute for Artificial Intelligence. Ça permet déjà de comprendre un petit peu l'imaginaire ambiant. Et puis Shenleg, lui, il a cofondé DeepMind, qui est quand même qui est une filiale de Google, il faudrait dire Alphabet, qui se concentre sur l'intelligence artificielle, qui développe l'IA, mais dans une perspective justement d'AGI. Alors, lorsque lorsque ils discutent d'une IA capable de... Alors je m'appuie un peu sur l'article là que j'ai cité de Douglas Even, qui retrace un petit peu la genèse aussi de ce concept. Lorsqu'ils discutent de cette IA, ça relève plutôt de la plaisanterie. D'abord.
et d'une sorte de fantasme de quelque chose qui circule dans d'autres imaginaires de science-fiction notamment. Et puis ça va devenir finalement assez sérieux. Il va y avoir un ouvrage en 2006, Artificial General Intelligence, qui est quand même chez Springer. Et puis il va y avoir une conférence quelques années plus tard, en 2008, qui va être consacrée au sujet. Une conférence qui va devenir régulière, annuelle. Et je crois, il faudrait vérifier qu'elle existe encore aujourd'hui. Et donc, Shenleg, lui, de son côté, comme je le disais, il va partir faire DeepMind et il va importer le terme avec lui dans le domaine, dans le domaine, on va dire, techno-industriel, qui va lui donner en fait une certaine forme de légitimité institutionnelle. Alors, Goertzel, il est aussi proche, enfin, il évolue dans un milieu où on peut retrouver d'autres personnes comme Peter Thiel, dont on parle de plus en plus en ce moment, donc cofondateur avec Elon Musk de PayPal, et puis de Palantir et d'autres entreprises très décriées pour les applications à usage concret des technologies algorithmées et d'intelligence artificielle. Et puis quelqu'un aussi qui est assez connu dans le domaine, Eliezer Yudkowsky, qui a publié un ouvrage récent en 2025, mais catastrophiste, absolument catastrophiste sur l'intelligence artificielle. Donc là, on est 2000, puis alors 2010, milieu 2010, il va y avoir un ouvrage qui va, pour certains, qui est considéré, alors peut-être le terme de tournant est un peu fort, mais enfin, qui va vraiment contribuer à populariser ce terme à l'extérieur des cercles, on va dire, de chercheurs en IA, va toucher un petit peu le grand public. Donc c'est ce livre de Nick Bostrom, qui fait partie, hein, qui s'inscrit un petit peu dans la mouvance transhumaniste californienne. Donc, la publication de cet ouvrage qui va finalement rendre acceptable, pourquoi pas même respectable, des thèses qui étaient quand même spéculatives. D'accord? Donc il faudrait documenter bien d'autres ouvrages, mais ça c'est un ouvrage important qui apparaît régulièrement, raison pour laquelle moi-même j'utilise beaucoup le terme de super intelligence. Et donc va émerger le terme d'AGI, la possibilité même d'une AGI, compte tenu des développements en IA, et autre point, comment dirais-je, les risques existentiels qui y sont associés. Et ça, c'est quelque chose qui circule massivement. Alors là, on a des récits et des discours qui sont, on va dire, technosolutionnistes et qui s'appuient sur une mystique un peu New Age, hein, qui renvoie directement à l'idéologie californienne, très bien analysée par, très connu, l'article de Babrook et Cameron, ou des thématiques donc plus spécifiques au transhumanisme. Et donc, ce que je veux souligner là-dedans, c'est que les risques existentiels de l'IA sont pris avec une extrême gravité. Alors, j'en profite là pour parler, par exemple, du PDOM. Alors ça, c'est quand même assez fascinant, le PDOM, là. Bon, c'est plus tellement anecdotique, hein. L'idée que ces figures centrales de développement technologique ont chiffré la probabilité d'une catastrophe apocalyptique causée par donc l'IA selon le score PDOM pour Probability of Doom. Donc, une tentative de chiffrer cette probabilité. Alors, un chiffrage, on ne sait pas trop comment il est calculé, on ne sait pas trop quelles sont les données empiriques mobilisées, mais ça s'appuie sur une articulation d'hypothèses spéculatives qui concernent l'apparition de l'AGI, son désalignement. Ça, c'est un terme que je trouve fabuleux. On l'entend beaucoup, le désalignement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'IA va s'orienter sur une ligne qui n'est pas vraiment celle de l'humanité. Encore faudrait-il savoir ce qu'est cette ligne de l'humanité, une perte de rapide de contrôle et puis une perte de capacité d'action globale. Alors je ne sais pas si les chiffres à l'écran sont encore actuels, mais enfin vous voyez donc la probabilité. Alors Élisier, dont je parlais tout à l'heure, lui tout à droite, lui c'est vraiment le catastrophiste. Il suffit de regarder sa littérature plus récente, mais vous avez des gens comme Joshua Bengio et d'autres. Alors il faudrait savoir est-ce que c'est pris au sérieux ou est-ce que donc mais les journalistes notamment s'y réfèrent assez régulièrement donc l'existence d'un score de fin du monde dont l'IA serait euh, probablement responsable. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment finalement ce AGI associé au risque existentiel, ben ça circule massivement et ça s'institutionnalise. C'est ça qui est très fort. Et donc comment, et alors là, on voit, si on prend l'AGI comme une théorie du complot, c'est une théorie qui finit par devenir acceptable, hein. Alors moi, c'est un peu ça que je veux documenter. Je veux terminer là-dessus, il me reste un petit 3 minutes. Je veux terminer sur comment je vais m'y prendre. D'accord? Donc là, c'est
comment dirais-je, c'est des propositions, c'est un cadrage théorique que je propose. C'est pas forcément le meilleur, mais c'est celui qui me plaît le plus et qui m'apparaît le plus apte à rendre compte d'un point de vue critique de ces discours et les différents aspects que j'aimerais analyser. Donc moi, je souhaite m'appuyer donc sur une approche, enfin un cadre théorique qui mobilise trois approches complémentaires. La première, c'est bon, j'aurais pu dire études culturelles, mais c'est pour directement préciser un petit peu le type euh, d'études culturelles que je mobilise. On parlerait plutôt d'une critique culturelle en m'appuyant sur les travaux j'aime toujours autant et j'utilise toujours autant les analyses mythologiques de Barthes, parce que Barthes il propose une définition euh, comment dirais-je sémiologique de l'idéologie. C'est le mythe, à savoir une sorte de mythe, une sorte de signifiant extrêmement puissant plutôt un signifié extrêmement puissant qui va se coller à tout un tas de signifiants divers et variés. Le mythe, c'est sa capacité de naturaliser un état de fait, de le rendre fortement évident. Et tous ces discours sur l'AGI, sur l'imminence de l'AGI, tendent à naturaliser un certain type de développement en matière d'intelligence artificielle qui a même plus lieu forcément de discuter. Donc de ce point de vue-là, ces analyses vont être très précieuses, articulées évidemment avec mes réflexions sur l'idéologie, le concept d'interpellation, je ne reviens pas là-dessus. Et puis, très fortement, m'appuyer aussi sur les travaux là, de Frederick Jameson. Ça va te plaire, Guillaume, hein. Tu utilises beaucoup Frederick Jameson, qui, à travers son œuvre, hein, a développé des méthodes d'analyse pour penser toute forme de récit comme l'expression indirecte, détournée d'un contenu socio-historique refoulé. Et pour Jameson, plus spécifiquement, les théories du complot apparaissent comme une tentative ratée, dégradée, de se représenter la complexité du système monde irreprésentable, insaisissable. Et ça a inspiré plusieurs auteurs, Peter Knight, dont je parlais tout à l'heure, je suis quasiment terminé, et puis Jody Dean, par exemple, qui ont très bien montré que les théories du complot constituent le symptôme culturel de la modernité tardive. À croiser avec ça, la philosophie de la technique. Je pense à certains travaux qui me permettraient de penser l'IA comme un système technique autonome fondé sur l'efficience. Je pense aux travaux de Jacques Ellul, légitimés par des discours technocratiques qui envisagent l'activité sociale comme d'abord et avant tout guidée par la rationalité instrumentale. Ça, c'est les travaux théoricien de l'école de Francfort, et plus récemment Andrew Finberg, et puis aussi les travaux de Bernard Stiegler sur la question de l'automatisation, qui mutilerait à terme les capacités humaines de produire du symbolique. Et puis pour terminer, je vais me servir de l'économie politique de la communication, qui me permettra de cerner la dimension performative des discours. J'ai identifié deux sphères, il faudrait voir la sphère médiatique et la sphère financière. D'accord? Donc, plus économie politique de la communication et plus spécifiquement les travaux portant sur le capitalisme de plateforme. Donc, je termine là-dessus, évaluer, analyser les récits et discours du point de vue de leur régime discursif, leur mécanisme d'interpellation, évaluer leur similitude correspondance avec les théories du complot et éclairer leur capacité à générer un hype technologique en tenant compte de leurs multiples effets, donc dans la sphère médiatico-financière, mais on pourrait imaginer ça plus large. Voilà, je m'arrête là-dessus. Merci beaucoup. Merci. De connexion. Oui, c'est revenu. Voilà. Alors, merci beaucoup, Fabien, là, pour cette très intéressante présentation qui met la table pour notre projet, notre phase de recherche actuelle, où on se concentre justement sur la question de l'IA et des pratiques narratives. Donc, tu viens d'en installer une qui est formidable. Je vois tout de suite des mains qui s'ouvrent. Laura, tu aimerais Plutôt intervenir? des applaudissements. Yes, Laura. C'est plutôt des applaudissements pour le moment, il n'y a pas de main. Ah, Il y a pas de OK, main OK, il y a eu des mains. Alors, j'ai mal vu sur mon écran parce que je ne vois pas tout le monde. Du coup, là, il faut que
Donc, des sujets évidemment qui vont interpeller certainement Aurélie dans tous ses travaux qu'elle a fait sur la question des controverses avec Samuel Soniecki. Alors, pourrais-tu, Fabien, donc, je pense que tu as bien défini la question de l'intelligence générale. Pourrais-tu reprendre cette hypothèse, donc, elle se présente comme une théorie du complot? Pourrais-tu développer un petit peu sur cet aspect? Et puis après ça, je vais prendre une question d'Aurélie. Oui, bien sûr. En fait, donc, premièrement, je tiens à souligner le fait que je m'appuie sur cet article de Douglas Even, qui m'a été d'ailleurs présenté par un collègue, Samuel Lamoureux. Il n'est pas là, mais je le salue et je le remercie de m'avoir partagé cet article. Donc, c'est-à-dire que on parle beaucoup donc de cette technologie. euh, et cette technologie, lorsqu'elle est présentée, on lui associe donc déjà, elle n'existe pas, premièrement. Et on lui associe des risques existentiels qui sont mais vraiment catastrophistes, quoi. Et Douglas Evans, ce qu'il propose, c'est de déconstruire ces discours en montrant que ils reprennent, involontairement ou non, certains critères, certains ingrédients qu'on retrouve dans les théories du complot. Donc, moi, euh, déjà l'idée d'une entité suprahumaine, quelque chose de puissant, de caché, de mystique, qui n'apparaît pas encore, mais qui est là. On ne sait pas exactement quand est-ce que ça va sortir. Donc, qui a un rôle dans l'avenir même de l'humanité. Donc, il y a un certain goût pour l'eschatologie. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des personnes qui savent. Et on sait qui sont ces personnes qui savent. C'est celles et ceux qui s'emploient à développer l'IA. Il y a celles et ceux qui savent et qui agissent comme oiseaux de mauvais augure, ou justement pour dire il faut absolument qu'on oriente et qu'on détermine un cadre pour éviter la perte de contrôle. Et ça tombe bien, on a les technologies, on a les moyens pour le faire. Éventuellement, ce serait bien de nous aider, de nous accompagner et de légitimer nos actions. Donc en fait, il s'agit de voir comment les discours qui vantent et qui prophétisent l'AGI, dans leur structure narrative et leur thème, résonnent très très fortement avec les théories du complot, peu importe les sujets, mais disons qu'il y a, comment dirais-je, des éléments récurrents dans les théories du complot, et ça se retrouve là-dedans. Donc la proposition de Douglas Evans, c'est pas de dire que c'est une théorie du complot. C'est pas ça. C'est pas une théorie du complot, mais ça s'appuie très clairement sur les ressorts narratifs, discursifs des théories du complot. Et moi, dans ma recherche, j'aimerais bien voir, bah oui, est-ce qu'on peut considérer ça comme une théorie du complot, dans la mesure où ça circule dans un cercle qui est celui de techno-industriel, c'est repris par les médias, mais ça circule, ça c'est ce que j'ai pas eu le temps de présenter, ce que j'aimerais bien documenter, ça circule dans comment dirais-je, dans des réseaux un peu plus marginaux, mais très très influents. J'ai pas parlé de l'accélérationnisme, j'ai parlé du transhumanisme, j'ai pas parlé du Dark Enlightenment, donc d'un ensemble de théoriciens néo-réactionnaires très conservateurs qui, associant à l'idée d'une IA surpuissante, vont, comment dirais-je, défendre aussi une certaine vision du monde qui circule aux États-Unis, hein, avec Donald Trump, qui circule très haut, dans les hautes sphères du pouvoir. Donc l'idée, c'est de documenter un petit peu la circulation de cette idée. Les théories du complot, ça permet simplement de donner un cadrage d'analyse de ce concept et de ces idées. Voilà. Oui, merci pour ta réponse. Oups. Puisqu'il a prédit des choses et qui vont si vous voulez, de la mystique, en fait, des théories du complot qui sont très, très proches des univers religieux, mystiques, Oui, conservateurs, qui vont, je dirais, du mystique jusqu'à la mystification. Et donc là, on est vraiment dans le registre du complot. Je vais donner la parole à Aurélie et puis ensuite à Guillaume qui veulent commenter. Aurélie? Merci beaucoup et merci pour cette présentation hyper riche. Moi, j'avais quelque chose qui m'a marqué dans cette présentation qui m'intéresse spécifiquement. Comme tu le sais, je travaille pas mal sur l'argumentation, les figures rhétoriques et tout ça. Et j'ai trouvé très intéressant le côté, enfin, quand tu as commencé à nous expliquer cette histoire de spéculation, performation, promesse.
Voilà, donc cette espèce de machine de prophétie autoréalisatrice, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et je pense que là-dedans, effectivement, l'idée d'aller chercher les régimes discursifs, les figures rhétoriques, et de les rapporter à un corpus de complotisme, je pense que c'est très intéressant. Je me demandais quel type de corpus tu envisages pour traiter cette question de la comparaison avec les discours complotistes. Euh, J'avais une suggestion à ce titre-là, c'est le bouquin de Q comme complot de Wu Ming. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce bouquin, Mm. où là, il y a énormément de documentation, tu trouveras probablement des choses intéressantes là-dedans. Euh, et je me demandais aussi quel type de complot tu vas traiter, parce qu'en fait, dans le domaine du complot, il y en a plein de sortes. Entre la Terre plate et les chemtrails, c'est pas tout à fait les mêmes sortes de choses qui se passent, je crois, dans ces univers-là. Et puis, par rapport à cette question de la prophétie et de ce qu'on disait sur le mysticisme et tout ça, il me semble que dans les discours politiques aussi, il y a de la religiosité et actuellement, on est là dans un projet qu'on mène autour de l'analyse de commentaires d'interviews politiques. On a notamment un candidat en France aux élections 2022 qui qui joue vraiment sur cette question de la religiosité. Il y a une personne dans notre projet qui travaille spécifiquement sur la religiosité dans les discours politiques de cet homme politique. Je ne rentre pas dans les détails, mais voilà, donc je pense que il y a même matière à ensuite aller rapporter peut-être les analyses que tu pourras tirer de ce travail sur les figures rhétoriques, les stratégies d'argumentation et tout ça qui ont lieu dans autour des IA et qui seront comparées finalement au complotisme. Je crois qu'on trouvera des choses à rapporter aussi au discours politique de nos personnages politiques. Voilà, je sais pas si c'est vraiment une question, mais voilà, c'est Non, plus non, sur. en fait, non, c'est une super question et c'est ce qui me pose problème dans la constitution de ma demande de subvention, dont le dépôt est très proche, d'où ma fatigue. Non, en fait, c'est comment déterminer, parce que c'est sûr que il y a un problème d'ampleur. Comment identifier clairement les textes dont j'ai besoin pour faire mon projet? Bon, premièrement, ce que je commencerai à faire, c'est de faire une cartographie des différents acteurs qui ont un avis sur la question. Alors là, bon, alors je vais me servir de certains outils qui permettent de faire du text mining dans un premier temps, mais il s'agit de cartographier ces acteurs. Et là, le problème, c'est que j'ai pas forcément chiffré à quel moment je considère que ça suffit. Mais cartographier ces acteurs et essayer de les hiérarchiser. Essayer de les hiérarchiser en fonction de certains critères, leur visibilité médiatique, leur position institutionnelle, leur influence auprès des investisseurs et des politiques publiques et leur reconnaissance par les pairs. Parce que parce que moi je veux pas aller dans un premier temps identifier tel discours qui a été fait par quelqu'un qui a une opinion sur la question. Il faut quand même que ces personnes pèsent, en tout cas dont les discours ont une certaine influence. À la suite de quoi, bah, c'est de récupérer tout ce qu'on peut récupérer, les interviews, les conférences, les articles, les textes sur X, mais là, ça, faut voir, c'est peut-être un peu plus compliqué pour avoir vraiment une base de texte à analyser dans un premier temps. Donc, s'intéresser à leur régime d'énonciation, quel est le sujet, quelle est la cible du texte, à qui ça s'adresse, quelle est la tonalité affective et quels sont les mécanismes d'interpellation au sens où comment on subjective le sujet, c'est-à-dire la personne qui lit le texte. Est-ce qu'on est le grand public désarmé? Est-ce qu'on est éventuellement un investisseur qui va être amené à suivre de près ces technologies? Donc c'est un peu ça. Dans un deuxième temps, il s'agit de reprendre ces textes, donc croisés avec l'importance des personnes qui les ont fabriqués, et de les analyser à la lumière d'un certain nombre de critères qui sont spécifiques aux théories du complot. J'en ai donné certains, il faudra travailler sur ces critères déterminants. Donc là, je prends note Q comme complot, c'est-à-dire un ensemble de critères qui sont éprouvés, qui reviennent régulièrement. Donc autant du point de vue du contenu idéologique,
le lexique, les thèmes récurrents, le rôle de la technologie, la dimension prophétique, que les formes discursives, c'est-à-dire les schèmes causaux, les mécanismes de narrativisation, c'est-à-dire ça c'est très important, c'est comment on parle de l'AGI, mais on l'intègre dans une histoire, celle du temps long de l'humanité, et puis le cadrage, le rôle des preuves et des argumentations. Mais c'est sûr que plus je pense à cette méthodologie, plus je vois la dimension ambitieuse qu'il faut impérativement que je trouve encore un moyen de réduire ça pour rendre ça possible. Et un troisième temps, je terminerai là-dessus, un troisième temps qui vise, là moi je me suis concentré à la sphère médiatique, c'est-à-dire comment la presse quotidienne, moi ce qui m'intéresse c'est la presse quotidienne, parce que c'est du texte en fait, anglophone et francophone, mais je me suis limité à certains journaux, relaye en fait. Une fois que ça a été dit, analysé à la lumière des théories du complot, qu'est-ce qui est relayé dans la presse? Comment se fabrique l'opinion publique? Comment est cadrée cette technologie? Et financière. Moi, je vais utiliser Crunchbase pour concrètement voir les acteurs qui ont été identifiés. Ils jouent c'est quoi? Est-ce qu'ils ont des startups? Est-ce qu'ils sont impliqués dans des laboratoires qui sont financés? Donc, j'espère que Crunchbase, normalement, j'ai déjà utilisé, me donnera ces informations-là. Il s'agit de voir à la sortie même de dégager une corrélation dans la temporalité à partir de tel ou tel discours ou tel hype technologique. Et ce qu'on voit au niveau des dynamiques d'investissement, des fusions-acquisitions, même de la création de start-up, est-ce qu'on voit quelque chose qui évolue ou pas du tout, hein. Ce serait tout à fait possible qu'il n'y ait pas forcément de... Donc c'est ça que j'ai envie de faire. Merci. Oui, excusez, j'ai des petits problèmes techniques. Mais sinon, Bon. je peux très rapidement, je peux Oui, donner alors parole. Guillaume, oui, Guillaume, et puis ensuite il y a Muriel qui veut intervenir et Laura. Oui, donc j'ai trouvé que c'était une très très bonne présentation. J'avais un commentaire parce qu'on a fait un grand survol de la littérature sur les théories du complot, puis celui qui semble incontournable ces temps-ci, c'est l'étude qui a été faite par Rushiki et Enders qui s'appelle Conspiracy Theories of Primer. Puis la citation qui est utilisée dans je sais pas trop combien d'articles qui parlent du théorie du complot, c'est quand il propose que Conspiracy Theories are for losers. Fait que c'est pour les personnes qui sont un peu en bas de la société qui essaie d'expliquer pourquoi est-ce que la société fonctionne d'une telle façon. Puis ben, ce qui est intéressant avec l'intelligence artificielle puis le concept d'AGI, c'est que c'est des personnes qui sont en charge de la société, qui sont en train de comme créer une théorie du complot ou un système qui ressemble à une théorie du complot dans le fond. Mais pourtant, c'est eux qui ne sont vraisemblablement pas des losers, c'est ceux qui sont à la tête des chaînes de production puis de l'économie américaine, etc., etc. Fait que je me demande s'il y aurait peut-être une pertinence à intégrer cette dimension-là de comme une dialectique des rapports sociaux, où est-ce que les personnes en charge adoptent un discours qui est beaucoup plus proche de celui des personnes qui sont opprimées. Fait qu'il y a comme un... Je sais que il y a le YouTuber Dan Olson, Folding Ideas sur YouTube, qui a sorti beaucoup de vidéos à propos de l'environnement, l'espace tech, comme étant des gens qui sont des ambitionneux de la classe moyenne qui essayent de se rendre vers les super ultra riches, puis que cette espèce de ressentiment négatif-là, ça génère beaucoup de narratifs complotistes, de narratifs de persécution, où est-ce que même quand ils sont en charge, ils ont l'impression d'être des victimes constantes. Fait que je sais pas si ça serait peut-être une dimension. Je veux pas comme poser une question qui est en fait une suggestion, mais c'est un peu. Je Non, trouve que c'est vrai que c'est une super bonne piste, c'est-à-dire effectivement documenter la figure même de ces ingénieurs entrepreneurs qui en fait se dotent d'une aura cool qui, en même temps, Steve Jobs est une figure assez marquante de ça, mais toute la figure de l'entrepreneur aussi, se débarrasser justement du pouvoir gouvernemental, du pouvoir d'État qui brime en fait l'entrepreneuriat, qui brime la créativité, qui brime l'innovation. Je pense à un bouquin de Mythe de l'entrepreneur de Galuzzo, je crois, qui montre très bien que il faut justement que le gouvernement, que les politiques publiques proposent investissent dans ces innovations sans lesquelles ce serait pas possible de développer ces différentes technologies. Bref, mais je pense qu'effectivement, c'est intéressant, c'est de voir que c'est pas nouveau, c'est-à-dire que cette figure de l'ingénieur entrepreneur qui est finalement assez cool, qui porte un sac à dos bleu ou quoi, qui est, cette figure-là, elle s'approprie en même temps cette forme discursive qu'on retrouve dans d'autres milieux.
effectivement, loser, ou ça renvoie aussi à la figure du geek loser qui a repris le bro, qui a repris le contrôle de sa position dans l'espace social. Merci Guillaume, oui, clairement, je vais m'en servir. Et la référence, oui, il Un faut petit absolument. rappel, donc un petit rappel, parce qu'il est 11 heures maintenant. Ah oui. Nous allons aller à l'intervention de Muriel et puis ensuite de Laura. On va essayer d'être bref et puis ensuite on va passer à la présentation de Julie Michel. Muriel, on ne t'entend pas. Oui, c'était par rapport au lien qu'il y a que vous faites entre euh, complot et mythologie. Mhm. Est-ce qu'il est pensé en termes de corrélation? Et vous avez cité Barthes, qui pense, lui, au mythe comme un système secondaire qui fonctionne comme un système sémiologique second. Mhm. Et par rapport à ça, ma question est, euh, est-ce que du coup, par rapport à cette intelligence artificielle générale, la relation en termes de mythologie avec l'Apocalypse, dans cette idée effectivement d'un passif en fait qui est nécessaire à- au concept de mythe. Euh, si je vais, je vais essayer de formuler une réponse par rapport au concept de mythe et votre intervention. En fait, moi, ce qui me plaît beaucoup dans le concept de mythe euh, par rapport à l'AGI, c'est de voir comment, parce que j'ai fait la corrélation au début entre, comment dirais-je, l'augmentation de ces discours sur l'AGI avec nos usages de l'IA générative. L'idée de mythe nous permet de penser que l'AGI, c'est quasiment une sorte de fantôme qui hante nos usages, pardon, des IA génératives. Lorsqu'on utilise l'IA générative pour faire un travail, lorsqu'on l'utilise pour lui poser une question diverse et variée, quand on est stupéfait, ça on a travaillé là-dessus dans Arcam, lorsqu'on est stupéfait par sa capacité de réponse en développement constant, il y a cette petite musique qui en plus est maintenant relayée par des discours de plus en plus institutionnalisés. Il y a cette petite musique de l'existence d'une d'une conscience. Est-ce qu'elle est capable de penser? Donc, moi, j'aime bien cette idée de mythe au sens de Roland Barthes, c'est que c'est partout et nulle part. C'est-à-dire, ça tend c'est ça qu'il nous dit, Barthes, hein, c'est qu'il y a une fonction de naturalisation de l'objet sur lequel s'applique ce mythe. Ça me paraît de plus en plus naturel. Donc ça, c'est très fort du point de vue de l'acceptabilité sociale de ces technologies. Ça nous semble même évident, c'est finalement évident. L'évolution logique de l'IA générative, c'est évident que ça va devenir ce truc qui va surgir, on ne sait pas trop où, et ça nous empêche de réfléchir aux enjeux réels posés par l'usage de cette technologie, dont on parle, mais pas assez. Moi, le concept de mythe, enfin, moi, ce que je vois, si j'y vais, pour résumer vraiment très rapidement, l'AGI, en fait, c'est un petit peu la mauvaise conscience de l'IA générative, c'est-à-dire cette idée qu'il y a quelque chose là qui enveloppe de manière très indirecte, très diffuse, les usages qu'on peut avoir de cette technologie l'IA générative en développement constant. Donc, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question, mais Oui, en fait, ma question, c'est vraiment sur la signification mythique. C'est vrai, qui est Obligé de jamais faire la complète. modératrice. On a débordé un petit peu. On va prendre l'intervention de Laura, puis après ça, on va se garder du temps pour la présentation de Julie Michel. Juste un certain commentaire, donc, pour cette question du mythe que tu abordes, Muriel, je trouve vraiment intéressante. A tout à voir, à mon avis, sur la question de l'anthropoformisation de l'IA. Le fait qu'on attribue des qualités humaines déjà dans les systèmes. Parce qu'ils nous parlent, on a cette inclinaison à faire ça. Et donc, depuis cette question d'anthropoformisme, il n'y a qu'un pas pour justement attribuer à l'intelligence artificielle pleine de qualités qu'elle n'a pas. Je passe donc à Laura.
Et désolé, Muriel, on aura un temps après, si vous voulez, pour votre commentaire dans l'autre partie. Oui, Laura. Ok, merci bien. Merci beaucoup, Fabienne. C'était très intéressant. Est-ce que ça va si je pose une question en anglais? Ça va? Oui, tout à Okay, fait, tout à okay. fait. Quick, at first, I was just wondering about the history of speculation in relationship to just the field of AI, and just the fact that Alan Turing's, first paper was a speculation. It was a thought experiment, and it was really a con game, right? Because he said, as long as we don't know that the machine is not human, we'll accept that it's thinking, right? So it was already a speculative kind of shell or con game. And I was just thinking of the history of AI in the past has had its ups and downs. So it might be interesting to think about how much that speculation and that structure is part of the field of AI is really founded on, imaginary imaginaries. The other question I was just going to pose was, to what extent too we just aren't seeing just a repetition of this sort of discourse of technological progress and modernity just in a new guise, especially because with the systems at their limits and the sort of unknowability of what AI is doing and how it's going to change things, I feel like that just adds a sort of religious level to this unknowability of the future. But in a lot of ways, it's not that different from, modernity's other crises and moments at which, the world has looked like it's going to end and then has made a radical transformation. Um, but then the last point was, were you familiar with Peter Hoff's concept of the technosphere? Okay, so I just mentioned it because I've just encountered this. And basically, it's a combination between ecological criticism and post-humanism. Mm. And the concept of the technosphere is that we're undergoing these shifts in geological processes that AI are harnessing that we have no control over, that may very well surpass humans, and it's the singularity in a different guise. But what was really scary to me is this is in like leftist, post-humanist, geological, ecological circles. And I mean, I guess the question it raises for me is how mainstream are these ideas becoming? And then also to what extent they've just totally disabled a kind of leftist critique, because as a post-humanist, you have to say we can't control this, right? At some level, but then at another level, obviously. So my last question was just how do you critique these conspiracy theories or these narratives in a world in which reality is no longer verifiable? Merci. Est-ce que je peux répondre en français? Ah oui, oui, très bien. Merci, Merci. merci. Alors, je vais faire Attendez, vite puis je suis je pas vais aller sûre qu'on très m'entend. vite. Je vais aller très, Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai oui, vraiment beaucoup de problèmes avec oui, mon oui, on portable. t'entend. On t'entend. Donc, simplement très vite comme réponse Oui, pour passer. Merci beaucoup, Laura, pour ce commentaire super oui, intéressant. absolument. Donc, effectivement, quand dans ma présentation, je parlais du hype technologique Mhm. qui est généré par ces discours sur l'AGI. Effectivement, un peu rapidement, je l'ai fait un peu trop rapidement, mais effectivement, il s'agit de l'inscrire dans le temps long du développement de l'IA parce que c'est quelque chose qui a accompagné son développement entre les moments d'euphorie et puis les fameux hivers de l'IA marqués par des désinvestissements massifs, des changements de programme et de nouveaux chercheurs qui arrivent dans le champ. Effectivement. Et sur le deuxième point, mais ça, c'est quelque chose qui me plaît tout particulièrement parce que j'ai beaucoup travaillé sur Deleuze et Guattari. Et Deleuze et Guattari, notamment dans l'ouvrage de l'Anti-Oedipe, disent que il faut aller plus vite, il faut aller plus fort, pour faire exploser le système, il faut déterritorialiser les flux. Et ça a été pris au sérieux par effectivement tout un ensemble de chercheurs du côté plutôt gauche du spectre qui a nourri les thèses de l'accélérationnisme. Et l'accélérationnisme a été réapproprié par des personnes de l'extrême droite, des chercheurs. Et donc là, on voit qu'il y a un problème théorique absolument fondamental
Pour ma part, et je terminerai là-dessus, je m'appuie beaucoup plus sur les travaux en économie politique, de la communication notamment, qui ne prennent pas forcément position sur, mais qui essayent de documenter très concrètement l'effet du capitalisme de plateforme, Ouais. du point de vue de l'innovation, du point de vue de ses effets sociaux. Ça m'apparaît être un, comment dirais-je, un corpus Ouais. théorique extrêmement puissant et peut-être un peu moins, comment dirais-je, moins geek et technophile que Oui. les accélérationnistes. Voilà, je termine là-dessus. Très bien, merci. Alors, un grand merci, Fabien. Donc, nous allons passer à Julie Michel Morin, qui va, sa présentation s'intitule Gouverner par les récits, l'IA comme dispositif narratif. Vous allez voir, je pense que ça va être une belle continuité avec ce que nous a présenté Fabien. Donc, une intervention qui examine les pratiques narratives de mise en récit, de dramatisation de l'intelligence artificielle dans l'espace social, envisagées comme des dispositifs structurant de production du sens et de légitimation. J'aimerais souligner, donc, Julie Michel Morin est chercheure postdoctorale sous ma direction actuellement. Elle est également artiste-chercheur venant du domaine des arts de performance. En 2025, donc, elle a complété son doctorat sur les mises en scène de la robotique dans le champ des arts vivants. Ses recherches actuelles portent sur la manière dont les intelligences artificielles sont mises en récit, légitimées et naturalisées, en portant une attention particulière aux imaginaires sociotechniques et aux rapports de pouvoir qu'elles produisent. Alors, je pense qu'on va être vraiment dans la ligne droite de ce que Fabien nous a dit également. Je tiens à souligner, avant de te donner la parole, Julie Michel, que Julie Michel a eu un rôle très, très important dans tout le développement qu'on fait actuellement sur le site IDICEM, sur la compilation et l'analyse critique de plusieurs pratiques narratives qui sont faites. Donc, un grand merci à Julie Michel pour tout ce travail et je te laisse la parole, Julie Michel. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'introduction, René. D'ailleurs, c'est un peu justement tout le travail qu'on a mis en place dans les derniers mois que je voulais discuter avec vous aujourd'hui. Un peu à la manière de Fabien aussi, j'arrive pas avec des résultats hyper concrets, des analyses qui sont terminées, mais plutôt avec un chantier de recherche qui est justement mon doctorat, puis que j'avais envie de partager avec vous. Oui, mes écouteurs, finalement. C'est plus agréable. Je suis désolée. Merci. Est-ce que tout le monde m'entend bien comme ça, quand même? Oui? Oui. OK, parfait. Oui, c'est ça. L'intervention que je voulais faire aujourd'hui, ben, c'est consistait à vous présenter le cadre conceptuel derrière ma recherche, puis un peu à mettre en lumière les façons dont, selon moi, les récits autour de l'IA fonctionnent justement comme un dispositif narratif puissant qui sert d'instrument de gouvernance. En ce sens-là, je pense que Fabien et moi, on est d'accord. On focalise pas nécessairement sur le même corpus. Je pense que je vais un peu comme dézoomer quand toi, tu travailles, en tout cas, en ce moment sur ce projet-là, particulièrement sur l'AGI, puis les théories du complot. Mais je pense qu'on a ça certainement en commun dans nos présentations. Donc, je pense que c'est ça vraiment du constat que l'intelligence artificielle, telle qu'elle est racontée par les acteurs du milieu techno-industriel, mais pas que, mais particulièrement par le milieu techno-industriel, il a tendance justement à spectaculariser la technologie, puis à des fins assez précises. Puis on le sait, on le voit dans la presse, dans les médias, on en parle, mais c'est une technologie justement qui fait l'objet d'une mise en récit qui est assez intense, à travers laquelle vont être formulées un ensemble de choses, des promesses de transformation radicale, des scénarios de rupture historique avec le passé, des inquiétudes par rapport à l'avenir du travail, de la démocratie, de la souveraineté ou de l'indépendance humaine. Et ça, c'est vraiment une liste qui est absolument pas exhaustive, bien sûr, c'est pour nous situer. Mais on constate surtout, je trouve de plus en plus que ces récits-là, ils sont très polarisés, puis qui se contentent très peu de ne décrire, seulement que de décrire la technologie, mais au contraire qu'ils contribuent justement activement à structurer des imaginaires sociotechniques au point de produire des effets, des actions assez concrètes sur les formes de gouvernance. Donc voilà. Donc, pour en faire, c'est ça, un petit résumé, je dirais que justement, l'IA, c'est
un, un objet discursif central en ce moment dans l'espace social à réfléchir. Et qui sont c'est ça, façonnés par des pratiques discursives puissantes et par des procédés de spectacularisation. Puis que ça façonne surtout nos réponses culturelles, politiques et sociales à l'adoption, par exemple, de ces technologies-là. Et dans le cadre justement du postdoctorat, ben, je m'intéresse à ces mises en récit en ayant un peu l'objectif initial aussi de typologiser un peu ces figures narratives-là. Et aussi tout un ensemble de principes dramatiques récurrents qui est mobilisé autour de la manière dont on raconte l'intelligence artificielle. C'est en cours d'élaboration, c'est pas exhaustif, mais de manière assez spontanée, je dirais que j'identifie plusieurs grandes stratégies narratives. Parmi les procédés les plus structurants, ben, il y a celui, c'est ça, de la promesse de transformation radicale, où on présente l'IA comme une rupture historique majeure qui est susceptible de bouleverser l'ensemble des secteurs sociaux, économiques et culturels. Un second procédé, et sans hiérarchie, je les nomme comme une liste, mais sans hiérarchie précise. Un autre procédé, ce serait celui du récit d'inévitabilité, pardon. Donc, l'IA qui est décrite un peu comme un destin technologique auquel il serait vain de résister et auquel il conviendrait avant tout de s'adapter, coûte que coûte. On l'a mentionné un peu, mais la personnification ou l'anthropomorphisation des IA aussi constitue un procédé narratif qui est assez puissant parce que ces technologies sont souvent décrites comme étant capables de comprendre, de décider ou de vouloir, ce qui leur confère justement une forme d'agentivité quasi humaine dans les imaginaires sociotechniques. Puis souvent, ces procédés-là s'accompagnent d'un effacement systématique des médiations. C'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre des infrastructures matérielles, les chaînes de travail, processus de collecte ou d'annotation des données, toutes les décisions politiques ou économiques sont largement invisibilisées dans la manière dont on va parler de l'IA. Puis cet effacement-là contribue justement à renforcer l'impression d'autonomie et de neutralité de la technologie en rendant plus difficile l'identification des lieux de pouvoir et de responsabilité aussi. Donc, pris ensemble, je dirais que ces procédés narratifs-là produisent un cadre interprétatif qui est stabilisé, qui est cohérent, qui est largement partagé, à travers lequel l'IA est rendu justement intelligible dans l'espace social. C'est pas un discours unique, mais par une série de convergences de récits partiels qui se renforcent mutuellement, mais on finit par naturaliser un peu des trajectoires technologiques et à en marginaliser d'autres qui seraient possibles. Puis ce qui me frappe le plus aussi, c'est que l'ensemble de ces procédés-là contribuent justement à naturaliser les capacités qu'on attribue aux IA, tout en effaçant leur caractère fondamentalement construit, situé et donc discutable. Je parlais justement des effets concrets de ces récits-là sur les formes de gouvernance que j'évoquais au départ. Principalement, j'ai l'impression que ces récits-là viennent structurer les imaginaires. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont venir façonner une compréhension partagée de ce qu'est l'IA, de ce qu'elle doit faire, peut faire ou encore ne doit pas faire. Donc, en ce sens-là, je dirais qu'ils agissent un peu comme un filtre interprétatif qui viennent hiérarchiser les priorités collectives. Par exemple, lorsque l'IA est racontée comme une solution universelle, il y a d'autres enjeux. Il y a certains enjeux, comme l'efficacité, l'optimisation, la performance qui vont être mis au premier plan, tandis que tout un autre ensemble d'enjeux comme la justice sociale ou les impacts environnementaux qui vont être relégués à l'arrière-plan. C'est vraiment de l'ordre de la composition narrative, la composition dramatique. J'ai l'impression aussi que ces pratiques narratives-là permettent d'orienter les usages, c'est-à-dire que les récits qui vont être dominants vont venir influencer directement les dynamiques d'adoption technologique et vont jouer un rôle déterminant dans la définition des politiques publiques ou du financement des technologies, par exemple. Donc, ça participe vraiment à une normalisation progressive de certains usages, tout en rendant plus difficile, justement, la formulation de critiques ou d'alternatives. Ensuite... donc, ces mises en récit-là de l'IA vont permettre un ensemble de choses, je dirais. Par exemple, ça va venir orienter les attentes du public et donc créer un horizon d'anticipation qui est contrôlé par le secteur techno-industriel, entre autres.
Accroître aussi l'accessibilité sociale de l'IA, donc rendre ces technologies-là socialement désirables. Attirer des investissements, évidemment, donc mobiliser des capitaux économiques pour le développement. Ensuite, et finalement, cadrer les débats publics autour de l'IA et influencer les politiques qui seraient à adopter. Donc, on voit qu'il y a quand même un ensemble de secteurs qui est, disons, influencé par ces mises en récit-là. Donc, les récits autour de l'IA contribuent vraiment à produire les conditions même des possibilités de son propre développement. Donc, en rendant justement certaines trajectoires technologiques beaucoup plus désirables, voire même pensables ou encore inévitables, en s'assurant de marginaliser ou d'invisibiliser d'autres possibilités, soit celle de créer des technologies, disons, à l'extérieur des logiques technocapitalistes ou encore de se passer de ces technologies. Donc, il y a cet affaissement-là de la pensée critique à force d'un martèlement de mise en récit du côté de l'industrie. Donc, en ce sens-là, je dirais que les récits de l'IA, ce ne sont pas des discours satellitaires qui vont accompagner les produits, disons, technologiques, leur mise en marché, mais qui ont justement les effets très concrets, pas seulement sur le plan des imaginaires, mais sur les usages qui deviennent dominants, sur les formes de gouvernance qu'elles rendent possibles. D'abord, ces récits produisent ce que j'appelle un petit peu une hiérarchisation silencieuse, parce que sans débat explicite, ils contribuent à définir ce qui mérite de l'attention, du financement et de la légitimité dans le domaine de l'IA. Et certaines trajectoires, justement, apparaissent en ce sens-là plus évidentes ou nécessaires, versus d'autres pas du tout. J'ai l'impression, justement, qu'à travers ça, on observe un déplacement du débat public. Donc, la question collective qu'on se pose porte plus tant sur faut-il développer ces technologies, mais plutôt sur comment s'adapter à leur présence supposée inévitable. Et ce glissement-là, moi, je trouve qu'il neutralise en partie la possibilité d'alternative en présentant le développement de l'IA comme un fait accompli plutôt que comme un choix qui se voudrait à être politique. Donc, ces mises en récit là, de l'IA participent à une normalisation progressive de certains usages, tout en rendant toujours de moins en moins possible la formulation de critiques ou d'alternatives qui sortiraient des cadres narratifs dominants. Puis, en ce sens-là, j'aime beaucoup, Fabien, le fait que tu remets en question aussi la crédibilité de certains chercheurs qui longtemps ont réussi à tenir des récits autour de l'AGI sous le prétexte, par exemple, qu'ils enseignaient à Oxford. Mais c'est au final pas nécessairement... Bref, c'est important de justement demeurer critique. Donc, moi, c'est dans ce contexte-là, disons que je conceptualise les mises en récit de l'IA comme une forme de gouvernance narrative. Et cette gouvernance-là, pour moi, s'exerce pas principalement par la contrainte ou la réglementation directe, mais par des mécanismes qui sont plus diffus d'anticipation, d'adhésion et de naturalisation. Et les récits agissent en amont, justement, des décisions formelles, en orientant les perceptions du public, les désirs et les comportements, et en produisant un climat dans lequel certaines options apparaissent souhaitables et d'autres non. Et moi, j'ai l'impression que comprendre ces mécanismes-là narratifs, ça constitue un enjeu démocratique majeur, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'analyser du discours, mais de vraiment réouvrir l'espace du débat sur les trajectoires technologiques qu'on juge souhaitables, et pas uniquement sur celles qui nous sont présentées comme étant probables ou inévitables. Donc, si je donne un exemple très, très rapide, là, mais très concret, le produit Copilot développé par Microsoft. Donc, sur le plan technique, c'est une IA, c'est un modèle statistique intégré dans des logiciels de bureautique. Mais sur le plan narratif, Microsoft vend pas nécessairement un logiciel. Ils génèrent des récits globaux autour de leurs produits. Premièrement, dans le titre, dans le nom du produit. Donc, en appelant ces systèmes Copilot, l'entreprise, justement, met en scène déjà l'IA comme partenaire de travail, comme compagnon cognitif, comme assistant bienveillant qui augmenterait les capacités humaines plutôt que de le remplacer. Et ça, cette stratégie narrative-là qu'on perçoit, c'est ça, autant dans le nom du produit que dans les mises en scène que fait la compagnie de ce produit dans ses campagnes marketing, mais c'est pas anodin parce qu'il fabrique un imaginaire très précis. Donc, l'IA comme une évidence
organisationnel du futur du travail. Puis cet imaginaire-là produit justement du pouvoir qui est très réel et qui est très concret. Il vient orienter des milliards de dollars d'investissement, vient structurer les politiques d'adoption dans les entreprises et les administrations, influence les cadres de régulation qui se focalisent sur la collaboration entre l'IA et la force de travail plutôt que justement contester son usage normatif et inconditionnel, ou du moins remet en question cet usage-là à une échelle massive de ces produits. Puis ça rend surtout beaucoup plus difficile politiquement l'idée même de refuser ces technologies-là dans l'espace, par exemple, du travail. C'est un tout petit exemple, pas très exhaustif, autour d'un seul produit, mais quand même pour simplement vous donner une idée de la saveur, disons. Puis pour mieux justement lire un peu ces procédés-là, moi, en tout cas pour le moment dans ma réflexion, je m'appuyais au départ sur la notion de réalisme algorithmique, le terme qui avait été proposé par Antoinette Rouvroy, mais qui s'inscrit directement dans une filiation théorique avec le réalisme capitaliste formulé par Mark Fisher. Et ce rapprochement-là, c'est Rouvroy qui le fait déjà, c'est pas moi. Moi, je rebondis sur ce lien-là. Mais ce que Rouvroy explique, c'est que chez Fisher, le réalisme capitaliste, ça désigne pas nécessairement le capitalisme comme système uniquement économique au sens strict, mais ça désigne un climat idéologique. C'est un régime de pensée dans lequel le capitalisme apparaît comme horizon indépassable, du pensable, au point qu'il devient, et là c'est une citation qui est très connue, mais qu'il devient plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Puis ce qui est essentiel dans cette proposition-là, c'est que le réalisme évoqué par Fisher repose aussi partiellement sur un cadre narratif parce qu'il fonctionne justement en naturalisant un ordre historique situé et en neutralisant les alternatives avant même qu'elles puissent être formulées. Le capitalisme, pas la pensée de Fisher en tant que telle. Puis Rouvroy, justement, prolonge un peu ce diagnostic-là en l'appliquant aux technologies contemporaines, aux algorithmes. Et puis elle parle de réalisme algorithmique pour désigner justement un cadre idéologique dans lequel les systèmes numériques sont présentés justement comme nécessaires, rationnels et inévitables. Autrement dit, il ne s'agit pas de décrire ce que font réellement les algorithmes, mais de comprendre les régimes de discours dans lesquels ils sont inscrits. Pardon, je suis désolée. Je vais juste regarder le temps qui me reste pour pas trop... OK. Donc, c'est un régime dans lequel la technologie apparaît comme la réponse la plus évidente aux problèmes socio-économiques et politiques, plutôt que comme des choix discutables. Donc, un horizon justement indépassable. Ça devient justement le vecteur narratif privilégié par lequel le technocapitalisme se rend naturel, rationnel, désirable et surtout presque impossible à contester. Et là où le réalisme capitaliste justement rendait plus facile d'imaginer la fin du monde que celle du capitalisme, le réalisme algorithmique qui rend aujourd'hui plus facile d'imaginer un futur saturé par les IA qu'un futur où les sociétés choisissent de limiter, de refuser ou de transformer radicalement leur usage de ces technologies-là. Donc, ce déplacement-là narratif, il est fondamental parce qu'il affecte directement notre capacité collective à débattre justement des trajectoires technologiques à emprunter. Puis dans cette perspective-là, le réalisme algorithmique est pas seulement un régime narratif à critiquer, mais ça devient un cadre idéologique à désarticuler narrativement. Moi, c'est le pari que je fais pour rouvrir l'espace du débat, pour rendre visibles les choix qui sont faits et de nous redonner un peu une prise sur les alternatives possibles. Donc, face justement à ce constat-là, face au réalisme algorithmique et à la puissance un peu de ces mises en récit de l'IA par le secteur techno-industriel, avec mon projet postdoctoral, ce que j'ai souhaité faire aux côtés justement de toute l'équipe, avec René, toute l'équipe qui travaille sur la plateforme Edicem, on a souhaité proposer un espace de recherche pour répertorier un peu, organiser et mettre en relation les différentes mises en récit de l'IA selon différents secteurs d'énonciation. Donc, c'est un espace qui prend la forme pour le moment d'un dossier en ligne sur Edicem, dans lequel on tente justement d'analyser les pratiques narratives qui sont mobilisées par différents acteurs dans une multiplicité de secteurs d'énonciation. Fait que l'objectif avec le dossier, c'est principalement de voir comment est-ce qu'on peut examiner un peu l'écologie des récits sur l'IA, mais surtout de remettre à l'avant-plan qu'ils sont pluriels et qu'ils peuvent demeurer pluriels.
Donc, si le réalisme algorithmique fonctionne par réduction, c'est-à-dire il va transformer une pluralité de récits situés en un récit dominant qui apparaît comme évident, ben moi, je crois que pluraliser les récits, justement, ben, ça permet de résister un peu à cette homogénéisation et de rouvrir l'espace du débat. Donc, l'hypothèse qui est faite ici, c'est que l'IA ben, n'existe jamais comme un objet narratif unique ou stabilisé, mais toujours comme une constellation de récits qui sont situés puis portés par des acteurs, des intérêts puis des imaginaires qui sont hétérogènes. Donc, c'est pas je voulais pas nécessairement produire une lecture qui serait plus vraie de l'IA, pardon, en grands guillemets, mais je voulais vraiment pluraliser les cadres d'interprétation en rendant visible c'est quoi les divergences, les contradictions et les conflits narratifs qui traversent le déploiement de l'IA. Et donc, un dispositif qui sert à rassembler des récits de différentes natures, donc techno-industriels, médiatiques, scientifiques, citoyens et artistiques, pour rendre visible leur coexistence. Puis le but, ce serait de rendre justement ces mises en récit-là comparables et discutables. Je les ai nommés rapidement. Je sais pas si j'ai le temps encore, peut-être rapidement, mais l'idée, c'était de présenter, c'est ça, 4 secteurs d'énonciation pour étudier un peu justement les discours qui sont produits par les entreprises technologiques qui mobilisent des figures, par exemple, de performance, d'optimisation, d'augmentation. Des mises en récit par le secteur médiatique, donc tous les discours tenus justement dans la presse généraliste et spécialisée qui participent à la circulation, mais à la transformation aussi de ces imaginaires. Du côté aussi des récits scientifiques et experts, donc les discours issus de la recherche, expertise technique qui mobilisent souvent des registres de preuves ou de modélisation. Aussi du côté citoyen, des prises de parole collectifs, associations, mouvements militants qui s'expriment souvent sur des expériences situées ou sur des luttes communautaires. Et enfin, ben, des récits artistiques et culturels, donc des productions artistiques, que ce soit autant des arts vivants que du design, de la littérature ou de l'art conceptuel, qui portent aussi, qui mettent en récit, disons, l'IA à travers des formes qui soient spéculatives ou critiques. Rapidement, pour les prochaines slides, je voulais juste vous montrer un peu l'espace tel qu'il est conçu en ce moment. Donc, si vous allez sur Edicem, ce qu'on peut voir en ce moment, c'est justement des vignettes à l'intérieur desquelles vont être documentées. Ici, on est dans la section récits techno-industriels. Donc, tout un ensemble de produits. Si on clique sur un des produits, dans le cas ici, c'est Alpha Earth Foundation. Si vous regardez sur votre droite, c'est toute une série d'analyses critiques qu'on mène au sein du groupe de recherche pour analyser justement c'est quoi les discours, c'est quoi les pratiques narratives, les stratégies dramatiques qui sont mobilisées par la compagnie autour de ce produit-là pour mettre en scène un peu, dans ce cas-ci, c'est les questions environnementales dans le secteur de l'IA, mais on touche aussi à d'autres axes thématiques. Puis enfin, quand on va un petit peu plus loin, on peut consulter les analyses critiques. Donc, dans le moment, ça fonctionne un peu comme un carnet de recherche pour documenter justement les pratiques narratives dans l'ensemble des secteurs d'énonciation que je vous ai nommés. Donc voilà, pour moi, ce qui est important dans le choix méthodologique du dossier, c'était vraiment d'organiser le dossier autour de types de récits qui se construisaient, comme je le disais, dans un écosystème narratif qui est pluriel, justement, qui est traversé aussi par des logiques et des motivations distinctes pour avoir une idée justement plus plurielle, plus située de ces imaginaires-là. Puis, en mettant des récits en relation, plutôt qu'en les hiérarchisant, avec le dossier pratique narrative de l'IA, on essaie de mettre en place une lecture comparative, justement, des régularités, des écarts ou des tensions narratives qui contribuent justement à les pluraliser pour voir comment se raconte l'IA. Donc, l'enjeu, c'était pas tant d'évaluer, je dirais, c'est pas tant d'évaluer la performance technique des systèmes d'IA, mais de déplacer le regard vers les conditions discursives, symboliques et idéologiques qui accompagnent leur déploiement.
En ce sens, le dossier qu'on a mis en place sur Edicem agit vraiment comme une infrastructure. Moi, j'aime bien l'appeler de lisibilité critique, c'est-à-dire que là où le réalisme algorithmique tend à naturaliser puis à homogénéiser les discours, ben ici, on essaie de rendre visibles un peu les opérations narratives qui produisent cette évidence-là. Donc, pour le moment, je suis en train de travailler sur des analyses préliminaires, mais je vais être en mesure de vous présenter à la fin de la programmation complète du séminaire Arcane, je crois que c'est le 8 avril, une analyse plus concrète à partir d'un corpus précis. Donc, c'était pour vous présenter l'appareil, disons, conceptuel, puis la plateforme en ligne aujourd'hui sur Edicem. Donc, je vous remercie de votre écoute. Merci de votre patience. Alors, un grand merci, Julie Michel. Est-ce que vous m'entendez? J'ai un ordinateur très capricieux aujourd'hui qui coupe tout le temps la communication. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Oui. Merci. Alors, un grand merci pour cette présentation des travaux de Julie Michel et de toute l'équipe d'Arcane. Donc, pour vous dire que ça s'inscrit encore une fois dans la phase de travail qu'on a actuellement autour des pratiques narratives. Je vois qu'il y a des gens qui veulent intervenir. Je ne sais pas si j'ai vu des mains qui applaudissent ou des gens qui veulent intervenir. Oui, oui, ok, d'accord. Donc, c'est Muriel. Je vois Muriel qui veut intervenir. Oui, alors je te donne la parole, Muriel. Alors, il y a juste, merci c'était vraiment, vraiment intéressant et voilà, ça croise différents items de ma recherche, notamment sur l'utilisation critique de l'IA. Il y a trois termes en fait qui reviennent. C'est le terme anticipation en fait, qui est la construction d'un futur négatif, moi que je mets en parallèle avec la construction d'un futur positif au temps de l'industrialisation qui était le progrès, etc. Donc là, il y a un parallèle. Le deuxième, c'est la personnification, et cette personnification qui n'est pas un choix, qui est une sorte d'obligation. L'IA personnalise, par exemple, vous avez pris l'exemple de Copilote, absolument toutes ces interactions. Et puis le troisième, c'est dans le discours et théorique et pratique, l'impossibilité d'enlever ou de supprimer. C'est-à-dire que la question du choix est totalement oblitérée. On ne peut pas, j'ai essayé d'enlever méta-AI, etc. C'est absolument impossible. Donc voilà, ça c'était aussi un troisième élément voilà, que je souhaitais partager. Merci beaucoup, Muriel, pour cette intervention. Je demanderais peut-être à Julie Michel pourrais-tu présenter le site Edicem qui ferait visualiser? Il y a certaines personnes aujourd'hui qui ne connaissent pas le site. Donc, si tu pouvais l'accéder pour montrer, parce que vous pouvez prendre connaissance de la recherche qui est en cours. Et donc, les co-chercheurs du projet, j'ai vu Serge Bouchardon arriver. Bonjour, Serge. Il y a Laura qui est ici, Fabien, évidemment, donc nos co-chercheurs. On excuse aussi l'absence de Jean-Marc Larue qui devait être là, mais qui a eu un décès dans sa famille, donc il n'a pas pu être là aujourd'hui. Alors, simplement est-ce que c'est possible pour toi, Julie Michel, de nous le montrer ou on va le mettre de notre côté, le Ben, site? je pensais que j'étais déjà en train de le montrer. Est-ce qu'on le voit à l'écran? Non. Ça, c'est le site. Non? Ce qu'on Oui? voit, c'est ta présentation. On ne voit pas le site. Ah, OK. Oui, Tout le monde, ta présentation. êtes-vous sûr? Parce que je suis en train de partager mon écran. Je sais pas si Non, je vais dans le récit scientifique, ça change. Est-ce que ça change pour vous? non, On Non, voit ça. PowerPoint. OK. on voit ton PowerPoint. Il faut que tu fermes ton PowerPoint. Ah, OK, c'est bon, je comprends, je suis désolée. Je me suis Oui, rappelé que tantôt, pour j'ai aller. pas. Pour Bon, aller, donc, m'en occupe. simplement, Et voilà, on est parti. Et ça devrait être mieux? oui, c'est ça. Donc, si tu vas à Accueil et va-t'en à la racine de pratique narrative pour montrer un petit peu. Donc, ça, c'est simplement pour vous montrer ce qu'on est en train de faire actuellement, qui est disponible à la fois. Donc, c'est une plateforme on est en train de monter et qui peut s'adresser non seulement aux co-chercheurs du projet qui sont présents, mais à tout chercheur. Je pense à Aurélie, je parle à Christian Desilets, que j'ai vu tout à l'heure, aux étudiants également, au doctorat et tout ça, qui voudraient éventuellement participer à cet effort commun. Donc, je le présente rapidement.
On a une zone d'expérimentation donc on est en train de saisir par cette zone-là. Donc, le mot le dit, c'est tout work in progress qui est produit dans notre équipe pour expérimenter les pratiques narratives et qu'on va pouvoir éditorialiser ici dans Edicem. Ensuite, les mises en récit. Donc, on va aller aux mises en récit qui se trouvent être notre thème d'aujourd'hui. Si tu veux y aller, Julie Michel. Et donc, vous voyez la classification dont Julie Michel a parlé tout à l'heure, qu'on a placée ici. Donc, on a, puis si vous allez à droite, là, si tu vas à droite pour montrer tout, Julie Michel, récit artistique, scientifique, récit techno-industriel, comme Julie Michel vient de nous présenter, les récits citoyens et les récits médiatiques. Donc, on a modélisé ces formes de récits. Tu peux aller sur les récits artistiques. Tu as parlé beaucoup de récits techno-industriels, mais si tu vas sur, qui est à gauche complètement, sur récits, oui, voilà, récits artistiques, et vous voyez que donc on a modélisé des différentes contributions sur les arts numériques, arts vivants. Et l'idée de ça, c'est de connecter finalement ces récits artistiques, par exemple les arts vivants, la littérature, le cinéma, à ces pratiques de mise en récit dans l'espace social. Donc, on ne veut pas isoler les pratiques artistiques sur elles-mêmes. Ça arrive quand même assez fréquemment que les créateurs ne s'occupent pas tellement de leurs interventions dans l'espace social, mais dans le cas, par exemple, du théâtre, des arts vivants, on voit souvent des critiques, des mises en critique de ces mises en récit de l'espace social à l'intérieur. Donc, je vous invite simplement à aller le visionner. C'est une collection qu'on est en train de mettre en place et puis qu'on va continuer à mettre en place tout au long du projet. Alors, est-ce qu'il y a d'autres, donc c'est disponible sur le site d'Edicem. Peut-être rapidement nous montrer l'espace d'expérimentation, Julie Michel. Donc, ici, si on va dans les pratiques narratives, on a la zone d'expérimentation, si tu veux nous la rentrer. Et on a commencé donc à faire, tu vas un petit peu trop vite, là, on voit pas. On a commencé donc à mettre des expérimentations. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup parce qu'on vient tout juste de mettre ce dispositif en place, mais on va finalement faire des collections de mises de différentes expérimentations qu'on fait autour de l'IA et des pratiques narratives. Et j'invite toute personne qui serait intéressée finalement à compléter cette collection, à participer à cette collection, de nous rejoindre sur arcane.ca et puis on pourra intégrer, et on l'espère, des nouvelles expérimentations qui viennent de tous les co-chercheurs et aussi de notre mouvance d'Arcane, si vous voulez, de tous nos partenaires d'Arcane également. Alors voilà, un peu de publicité, j'ai envie de dire, que je fais sur nos travaux actuels et en disant que toute l'équipe, Kevin Laporte qui est à côté de moi, Julie Michel, Erwan, Thibault et puis Mathéo, Mathéo Poulagan ont participé à ce travail qui se continue. Alors, je voudrais revenir à Julie Michel, Fabien également, pour peut-être mettre en relation justement vos deux présentations. Alors, Julie Michel qui a contribué beaucoup à ce découpage qu'on est en train de faire actuellement. Et ce que Fabien commence, qui est un nouveau chantier. En fait, c'est pas un si nouveau chantier comme je vous disais, parce qu'on a tellement travaillé sur la question de la tromperie pendant des années. Et là, tout d'un coup, on la voit se mettre en place à travers l'IA. Les références, Fabien, que tu as données sont vraiment intéressantes, très, très intéressantes, parce qu'on voit que c'est vraiment une question il y a tout un corpus d'analyse, en fait, qui est fait sur cette question du complot. Donc, j'aimerais simplement vous mettre en dialogue tous les deux pour commenter l'un l'autre votre présentation. Fabien, donc, si tu veux prendre la parole pour commenter donc, le travail qu'on fait à Arcane actuellement et puis Oui, le lien en avec ta fait, recherche. en fait, bon, premièrement, je suis pas sûr, Julie Michel, je suis pas sûr que tu as eu la chance de répondre à Muriel, peut-être tu le feras après. Moi, il y a, alors, c'est pas forcément pour faire le lien, enfin, je vais en profiter pour poser une question, Julie Michel, et en même temps pour penser à la manière dont ça
pourrait me nourrir mes propres recherches, c'est le concept de réalisme algorithmique. J'en ai profité pour télécharger récupérer l'article de Antoinette Rouvroy, Ouais. connue pour le concept de gouvernementalité algorithmique. Donc, comment dirais-je, elle inscrit effectivement ce concept dans le cadre des réflexions de Mark Fisher, fait partie justement des leftistes dont nous avons parlé à l'instant, qui, en tout cas, pour moi, c'est un concept extrêmement problématique, le concept de réalisme capitaliste. Mais il est quand même très intéressant. Il nous permet de penser le fait que l'idéologie néolibérale est invisible, hein. C'est l'idéologie invisible qu'on ne voit même plus et qui détermine immédiatement notre rapport au réel. Et en ce sens, il y a une forme de création de la réalité sans alternative. C'est intéressant, mais le lien avec le réalisme, bon. Mais alors, par contre, le fait de le porter au niveau algorithmique, ça tend. Je me demande si ce concept-là. Bon, j'ai vu que l'article en question de Antoine Trouva, c'est pour un vocabulaire sur l'IA, donc c'est sciemment plus court. Mais je me demande jusqu'à quel point ce concept de réalisme algorithmique, il tombe pas dans le piège de la révolution technologique. C'est-à-dire de considérer qu'il y a le réalisme capitaliste. Puis là-dedans, quelque part, est-ce qu'il y a le réalisme algorithmique qui fonctionne pour le compte du réalisme capitaliste? Est-ce qu'il se tient à côté? Est-ce qu'on n'est pas en train de focaliser à tel point sur comment dirais-je, sur le pouvoir des technologies qu'on oublie de l'historiciser et de penser les forces économiques en présence et présupposées. Donc, en tout cas, Oui. c'est une réflexion au niveau théorique, mais et en même temps, ça me plaît, et en même temps, je vois le piège de ce concept-là. Bon, je ne sais pas si tu veux réagir là-dessus, mais en tout cas, j'ai envie d'y réfléchir plus longuement, ça c'est certain. Oui, oui, mais merci pour la question, le commentaire. C'est vrai que c'est une notion ben, qui fait débat parce qu'elle fonctionne bien, parce qu'elle est sexy. Il y a eu un moment où il y a beaucoup adhéré. Je suis pas en train de dire que que c'est la plus efficace ou euh, mais par contre, je vois pas en quoi. En fait, le capitaliste réaliste, il est là pour décrire le fait justement euh, il y a des pratiques narratives au sein même du capitalisme qui nous font croire qu'il n'y a pas possibilité que le capitalisme s'arrête. Fait qu'en ce sens-là, oui, j'ai l'impression que disons, ces stratégies narratives-là sont récupérées du côté techno-industriel. Puis en ce sens-là, moi, je vois un lien de filiation fort, tu sais, entre la tech et la finance telle qu'on l'a connue dans le passé. Est-ce que ça veut dire que c'est vrai que c'est impossible d'imaginer des alternatives au capitalisme ou au techno-capitalisme? Absolument pas. Je suis pas d'accord, puis je suis en lutte contre ça. Mais c'est pour moi un régime narratif très puissant qui fonctionne peut-être partiellement, mais qui fonctionne quand même de manière assez intensive auprès d'une bonne part de la population. Il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à remettre en question la possibilité d'un avenir sans IA. Mm-hmm. Je pense que dans cette mise en récit-là de l'IA faite par l'industrie, c'est à cette idée-là, disons, du réalisme que je me réfère. Après, c'est une présentation, c'est une première présentation autour des intuitions, certaines spontanéités, disons, théoriques autour du projet. Fait en ce sens-là, j'accueille super bien ta question, ta remarque. Voilà. Après, ce qui m'intéressait, disons, c'est que moi, dans la notion de réalisme algorithmique, c'est que on nous fait tellement croire que c'est les paramètres du réel, c'est ceux-là. Avec le projet, ce qu'on essaie de faire, ben, c'est de faire, ben non, on va pluraliser ces réalismes-là, parce que c'est pas vrai qu'il y a une seule forme de réel qui est produite par le secteur techno-industriel à travers ces types de mise en récit-là. Je sais pas si ça répond un peu, peut-être. Ouais, mais en fait, je veux pas monopoliser la conversation. C'est juste que Ouais. le réalisme capitaliste, il vient avec une certaine vision de la totalité. C'est-à-dire, en fait, la totalité du monde est entièrement déterminée par la question de la marchandise.
Du coup, le réalisme algorithmique, est-ce qu'il reprend cette même idée? Moi, je ne pense pas. C'est les algorithmes, effectivement, définissent nos usages et nos pratiques, mais ça concerne pas toute la totalité de la population. Il y a des gens qui ont même pas accès à ces technologies et qui sont, Absolument. par contre, qui sont des fois mobilisés pour les fabriquer. Alors ça, c'est un autre. Ce que je veux juste dire, c'est qu'il y a peut-être un impensé avec ce concept-là, raison pour laquelle c'est une invitation. Je pense qu'il y a quelque chose épistémologiquement, je pense que c'est intéressant, mais il faut comment dirais-je, il faut le creuser et Oui. essayer d'anticiper les pièges que présuppose l'usage du concept même de réalisme. C'est juste comme ça. Moi, ça me force à penser. J'arrête là-dessus. Parfait, mais je t'entends. Alors, Merci beaucoup. alors, Julie Michel, je vais passer la parole à Aurélie qui Oui. veut intervenir. Donc, Aurélie. Oui, merci. Merci pour cette présentation. Où moi, je me sens tout à fait raccord, en phase avec le projet. Donc, merci pour la proposition aussi. Euh, Pardon. De contribuer à cette plateforme. Moi, ce qui m'interpelle dans nos échanges là, c'est surtout cette question de la résistance possible. C'est-à-dire que on a effectivement une bonne part de nos collègues, notamment, qui ne questionnent pas l'injonction à l'utilisation des IA. Et je me demandais dans quelle mesure on arriverait à décrire les injonctions qui sont contenues dans ces discours comme des formes rhétoriques. Je me demandais, voilà, si c'était pas aussi un angle d'analyse qui pourrait nous apporter des choses sur le plan de, plutôt que de débattre de est-ce que c'est totalisant ou voilà, parce que le capitalisme algorithmique chez Antoinette Rouvroy, il inclut la question de la captation des données et tout ça. C'est des trucs qu'Antoinette Rouvroy a écrit il y a longtemps déjà maintenant, mais la question de l'injonction et du coup de la possibilité de les repérer et du coup d'y résister. Moi, je pense que ça fait partie d'un programme un peu comme ça, mais je ne sais pas encore quelle forme ça peut prendre de repérer les injonctions dans les discours. Mais voilà, c'est une petite contribution en Oui, passant. oui, ben, tout à fait. Je pense que merci pour cette remarque-là. Puis c'est une très bonne idée. Puis au sens, je pense que ça fait un peu partie de mes préoccupations quand je nommais au départ le désir, disons, de typologiser un peu certaines mises en récit, dont les injonctions peuvent potentiellement faire partie de ce cadre-là d'analyse. Donc oui, absolument, absolument. Oui. Alors, écoutez, le temps passe. Nous sommes rendus à la fin de notre première séance de séminaire Arcane. J'aimerais vraiment remercier tous les participants. Nous sommes 18 présentement, donc je suis quand même très heureuse. Ça part très, très bien, notre saison d'hiver. Je vais annoncer donc notre prochain séminaire va être notre prochaine séance le 11 février prochain. Et c'est Sylvie Leleu-Merviel qui va intervenir avec Laura Shackelford, qui est présente aujourd'hui, donc qui va intervenir dans le séminaire. Donc, vous allez recevoir de toute façon un avis comme étant sur la liste et tout pour suivre. Il y a Serge qui veut intervenir. Je vais donner la parole à Serge. Oui, Serge. Vous m'entendez bien? Oui, c'est bien. Oui, bah merci beaucoup. Merci à toi pour l'organisation, René. Merci beaucoup à Fabien et Julie Michel. Je suis arrivé un petit peu en retard, Fabien, je suis désolé. J'ai une question pour tous les deux. J'ai une question plus pédagogique. Donc, on voit tout l'intérêt en fait d'analyser avec nos étudiants les mises en récit de l'IA dans l'écosystème socio-numérique, pour reprendre l'intitulé du séminaire d'aujourd'hui. Mais est-ce que de façon complémentaire avec cette analyse, il serait intéressant d'aller vers le faire pour comprendre? C'est-à-dire s'approprier les principes mêmes de l'IA générative pour comprendre ce que l'IA fait et ce que l'IA nous fait. J'ai participé récemment à un petit atelier très très simple où on nous a fait télécharger en local un LLM, puis après le fine-tuner, enfin le nourrir avec un corpus et après interagir avec cette IA, avec ce LLM. Mais pour beaucoup d'entre nous, on a mieux compris effectivement ce que l'IA faisait et nous faisait. C'est un débat qu'on a actuellement dans mon université. Certains disent, bah non, il faut surtout résister et pas y toucher. Et d'autres qui disent, bah, peut-être que quand même, pour mieux comprendre ce que l'IA est en train de nous faire, il faut aller aussi non seulement vers l'analyse, mais aussi vers le faire pour comprendre. Qu'est-ce que vous en pensez? Si Alors, je peux me permettre rapidement, il y a toute la section justement expérimentation qu'on est en train de développer, où justement il y a cette idée-là de documenter des moments d'expérimentation où on éprouve justement l'IA, mais aussi on la conteste, on la détourne ou on l'applique. Donc il y a aussi toute cette section-là, disons, du projet
qui est dédié, disons, à une activité plus pratique, une mise en pratique de ces réflexions-là, d'une certaine façon. Oui, alors merci beaucoup, Julie Michel. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Ah oui, Alors, oui, pour te répondre, effectivement, Serge, c'est tous les autres mécanismes qu'on a mis en place dans notre projet, juste pour dire qu'on est dans la première année du projet, puis on a encore pour 2 ans dans ce projet, et on a plusieurs ateliers aussi. Donc, les expérimentations, donc on vous a montré très rapidement sur le site Edicem ces expérimentations. On va en capter un certain nombre avec les étudiants. D'ailleurs, avec Raïssa et puis Anjara qui sont présentes actuellement, qui sont du domaine d'architecture, qui vont mettre des expérimentations. Et ce que tu parles, Serge, effectivement, pourrait vraiment être mobilisé à l'intérieur à la fois de ce dispositif de communication qui est le site Edicem et d'autre part, à travers les ateliers qu'on va organiser. Donc, c'est certainement des choses qu'entre co-chercheurs, on va avoir l'occasion de discuter. Je dis simplement, donc Serge, je vais être en France tout bientôt, en février prochain, pour Aurélie, pour les autres qui sont en France, où on aura l'occasion peut-être de se rencontrer pour en discuter, puis voir comment on peut mettre en œuvre justement tout ce qu'on fait. C'est un gros avancé, je dirais, dans les travaux d'Arcane, ce site qui nous permet très facilement de pouvoir, et je pourrais dire, de façon très intuitive, collecter ces récits qui peuvent venir de d'autres. Donc, je pense à toi, Aurélie, effectivement, dans tes recherches. Et c'est tout ce qu'on va faire dans le projet. Alors, donc, je ne fais qu'annoncer rapidement. On va probablement organiser, donc, pas juste probablement, on organise une journée d'études à ce sujet-là qui va avoir lieu à Montréal bientôt. C'est Julie Michel qui s'occupe de l'organisation de tout ça. On est dans une phase préliminaire, mais je vous dis tout de suite que ça va être autour du 30 avril. On a la possibilité, là, on pense organiser un atelier aussi. Et donc, ça pourrait être intéressant, par exemple, Serge, d'alimenter cet atelier par des idées pour l'instant. Qu'est-ce qui serait intéressant, justement, de faire à l'intérieur d'un atelier concentré, donc à Montréal pour le premier. On espère, évidemment, chez toi à Compiègne, plus tard, à Paris 8, avec Aurélie peut-être, et puis avec Laura aux États-Unis. Quoique actuellement, je vous dirais qu'aller aux États-Unis, c'est pas évident avec les sujets qu'on brasse. De se faire enlever notre ordinateur à la frontière pour ce qui est des Canadiens. C'est pas évident du tout. Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Donc, je ne vois pas de main qui s'ouvre, mais on va avoir certainement l'occasion de poursuivre cette conversation dans les semaines, dans les mois qui viennent. Donc, prochain rendez-vous le 11 pour le séminaire, mais en attendant, vous pouvez communiquer avec moi, bien sûr, pour qu'on mette en œuvre ce plan de recherche collectif. Et un grand merci donc à Fabien, qui est donc co-chercheur du projet. Un grand merci à Julie Michel, participante intégrale du projet. Merci à tous les participants, puis au plaisir de vous retrouver. Donc, très bientôt.